l'appelait affectueusement pour le taquiner, elle n'était pas dans son état normal. Elle l'interrogea avec une curiosité non dissimulée, cherchant à savoir si ses ennuis habituels avec la justice avaient refait surface. Mais la réponse fut bien plus douloureuse, Geneviève, la belle et redoutable Geneviève, avait rompu. Pour Bruno, c'était la fin d'une époque et l'effondrement d'un château de cartes qu'il avait mis des années à construire. Germaine, fidèle à elle-même, ne put s'empêcher de glisser une petite pique sur elle écœurante qui venait de briser le cœur de son fils. Pour elle, aucune femme n'était assez bien pour son trésor, surtout pas une qui osait le faire souffrir. Bruno, dans un élan de dignité blessée, tenta de défendre son ex-compagne, mais ses paroles semblaient creuses face à la détermination de sa mère. Germaine voulait savoir, elle voulait comprendre chaque détail de cette rupture, persuadée qu'elle pourrait réparer les dégâts avec un peu de bon sens et beaucoup de détermination. Chapitre 4 – Études, travail et persévérance. La soirée s'avança et la maison retrouva un semblant de calme. Carole, malgré ses propres préoccupations, s'était replongée dans ses livres de psychologie. Germaine l'observait avec une fierté qu'elle avait du mal à cacher. Elle admirait la persévérance de sa fille unique, capable de jongler entre son travail de serveuse et ses études exigeantes. Pour une veuve qui avait traversé tant d'épreuves seule, voir sa fille réussir était la plus belle des récompenses. Germaine ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme qui aurait la chance de conquérir le cœur de Carole. Elle le voyait déjà comme l'individu le plus chanceux de la terre. Cependant, la situation de Bruno continuait de la hanter. Elle se demandait comment elle pourrait intervenir pour recoller les morceaux entre lui et Geneviève, ignorant superbement les conseils de Carole qui l'encourageait à se mêler de ses propres affaires. Le silence fut de nouveau rompu par les gémissements de Grand-Papa. À 92 ans, il était normal qu'il se sente mal, mais pour Carole, il ne fallait prendre aucun risque. Elle suggéra d'appeler le docteur Lépine, un médecin dont la réputation était aussi onéreuse que douteuse. Germaine grimaça à l'idée des $100 qu'il faudrait débourser sous la table, trouvant que le grand-père commençait à coûter cher, même si ses funérailles étaient déjà assurées. Chapitre 5 – Le deuil d'une perruche et les angoisses du soir. Et l'origine du malaise de Grand-Papa était plus sentimentale que physique, sa fidèle perruche était décédée le matin même. Pour elle aïeul, c'était une tragédie insurmontable, un signe avant-coureur de sa propre fin. Germaine, bien que touchée, ne put s'empêcher de faire une plaisanterie sur le fait que l'oiseau était désormais plus calme que son propriétaire. Elle craignait que ce chagrin ne soit le début d'une longue descente vers les épaules et la colonne vertébrale, comme elle aimait décrire les maux de la vieillesse. En attendant l'arrivée du médecin, Germaine s'installa près de la fenêtre, observant les lumières de la ville. Elle réfléchissait à la complexité des relations humaines, de l'amour de 16 ans à la solitude de la vieillesse. Elle se sentait investie d'une mission, celle de protéger son clan contre vent et marée. Que ce soit pour soigner un cœur brisé ou pour veiller sur un vieillard endeuillé par un volatile, elle était là, prête à affronter le monde avec son pistolet taser imaginaire et ses biscuits aux pâtes douces. Elle savait que la nuit serait longue, mais elle était prête. Chaque membre de sa famille était une pièce d'un puzzle qu'elle seule savait assembler. Et même si Carole et Bruno réclamaient leur indépendance, elle resterait toujours la maman, celle qui, dans l'ombre ou dans la lumière de la cuisine, gardait un œil vigilant sur leur destin. Chapitre 6 – L'arrivée du docteur Lépine. Le docteur Lépine fit enfin son entrée, et l'air aussi affairé qu'un homme qui compte ses honoraires avant même d'avoir posé son stéthoscope. Germaine l'accueillit avec sa verve habituelle, lui rappelant que Grand-Papa n'était pas encore tout à fait prêt pour le grand voyage, même s'il semblait avoir déjà un pied dans l'au-delà. Le médecin, imperturbable, commença son examen sous le regard suspicieux de Germaine. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux 100 piastres que ce monsieur demandait pour une simple consultation à domicile. Pour Grand-Papa, la question était simple, était-il prêt à mourir? Sa réponse fut d'une précision chirurgicale, ce serait fait pour vendredi. Germaine en resta pantoise, se demandant si le vieil homme avait un calendrier secret avec la faucheuse. Le docteur, quant à lui, décréta qu'il fallait des tests plus approfondis, mentionnant des échantillons dont la simple évocation fit grimacer Germaine.
Elle traduisit les demandes médicales à sa manière, expliquant à Grandpapa que l'homme de science en voulait tout simplement à ses sous-vêtements. L'examen prit une tournure pour le moins insolite lorsque le docteur demanda à Grandpapa de garder la bouche fermée. Germaine, toujours prompte à l'anecdote, ne put s'empêcher de mentionner que son défunt mari lui demandait exactement le contraire. L'atmosphère de la chambre était un mélange étrange de sérieux médical et de comédie domestique, où chaque geste du docteur était commenté avec une ironie mordante par la maîtresse de maison. Chapitre 7. La température rectale et les quiproquos. Le point culminant de la visite médicale fut sans aucun doute la prise de température rectale. Germaine, avec un dévouement qui frisait l'héroïsme comique, accepta d'aider le docteur dans cette tâche délicate. Elle annonça à Grandpapa qu'une petite surprise l'attendait, tout en essayant de maintenir une certaine dignité dans une situation qui en manquait cruellement. Les cris étouffés de l'aïeul et les commentaires de Germaine créèrent une scène et une absurdité totale. Pendant que le docteur s'activait, Germaine tenta de détendre l'atmosphère en proposant un café. Mais la cuisine était loin, et le docteur semblait plus intéressé par ses résultats que par une dose de caféine. Germaine, en voyant Grandpapa dans cette posture peu flatteuse, le compara à une grosse pomme au caramel, un éclat de rire qu'elle ne put réprimer malgré la gravité apparente de la situation. Elle lui demanda de s'arranger un peu, de retrouver un semblant de prestance, même si le thermomètre semblait avoir des autres projets. Soudain, un vent de panique souffla dans la chambre, le thermomètre avait disparu. Germaine, entre deux éclats de rire, accusa Grandpapa d'avoir joué à la chasse au trésor avec l'instrument médical. Le docteur, quant à lui, craignait que l'objet ne soit perdu à jamais dans les profondeurs de l'anatomie de son patient. Il mentionna la nécessité d'une intervention des urgences pour explorer la cavité, une perspective qui fit dire à Germaine qu'on allait finir par trouver du gaz de schiste chez le pauvre homme. Chapitre 8. Les livres de psychologie et les ambitions de Carole. Après le départ précipité du docteur et de Grandpapa vers l'hôpital, la maison retrouva un calme relatif. Carole, cherchant ses livres de psychologie qu'elle avait laissés sur le fauteuil de l'aïeul, s'inquiéta de leur disparition. Germaine, feignant l'innocence, suggéra qu'ils avaient peut-être été aspirés par l'engin infernal qu'elle passait sans relâche sur le tapis. Pour elle, la psychologie était une science bien mystérieuse, surtout quand elle s'interposait entre elle et ses enfants. Germaine, toujours investie de sa mission de médiatrice, tenta de convaincre Carole qu'elle devait intervenir dans la relation entre Bruno et Geneviève. Elle se voyait comme une leader, une force de changement capable de résoudre tous les conflits. Mais Carole, forte de ses études, elle implora de ne pas s'en mêler, lui rappelant que l'intervention d'une mère dominante pouvait parfois faire plus de mal que de bien. Malgré les promesses de neutralité, Germaine ne pouvait s'empêcher de préparer le terrain. Elle proposa un biscuit à Geneviève, qui était passée par là, tout en lui demandant pourquoi elle torturait son fils. Pour Germaine, la solution était simple, Geneviève devait s'excuser pour avoir brisé le cœur de son trésor. Mais la réponse de la jeune femme fut cinglante, exprimant ses regrets non pas pour ses actes, mais pour avoir jamais rencontré la famille Lebrun et sa mère envahissante. Chapitre 9. La rupture officielle et les vérités qui blessent. L'affrontement entre Germaine et Geneviève atteignit son paroxysme lorsque Bruno fit son apparition. Geneviève, exaspérée par les manigances de sa future ex-belle-mère, annonça sa décision irrévocable de rompre. Elle souhaita avec une ironie amère beaucoup de bonheur à Bruno et à sa mère, les laissant face à leur codépendance manifeste. Germaine, feignant l'incompréhension, tenta de minimiser la situation avec une histoire de biscuit mal interprétée. Bruno, dévasté, accusa sa mère d'avoir tout gâché une fois de plus. Il révéla que c'était lui qui hésitait à emménager avec Geneviève, craignant de perdre sa liberté. Germaine s'empressa de le conforter dans son choix, affirmant qu'à 33 ans, il était bien trop jeune pour prendre une telle décision. Pour elle, son fils resterait toujours son petit garçon, protégé par les murs familiers de la maison maternelle contre les dangers du monde extérieur. La tension entre la mère et le fils était palpable. Bruno exigea que Germaine cesse de se mêler de ses affaires, tandis que cette dernière invoquait son statut sacré de mère pour justifier ses interventions.
Elle se sentait trahie par l'ingratitude de son fils, oubliant qu'elle venait de saboter une relation qu'il considérait comme importante. Pour Germaine, l'amour maternel était une force absolue qui ne souffrait aucune contestation. Chapitre 10 – Les fantômes du passé et Tommy la lancette. La soirée se poursuivit avec l'arrivée de Margot et de Madame Dufour, les amies de toujours de Germaine. La discussion dévia rapidement vers les déboires sentimentaux de Carole et les mauvaises fréquentations de la jeunesse. Germaine se remémora alors l'épisode de Tommy la lancette, le premier grand amour de Carole, qu'elle avait vigoureusement combattu à l'époque. Pour elle, Tommy n'était qu'un bon à rien qui aurait fini par rendre sa fille malheureuse. Les amis échangèrent des anecdotes sur les hommes pervertis et les dangers des rencontres fortuites. Elles se rappelèrent une séance de cinéma mémorable où un inconnu s'était montré un peu trop entreprenant avec Margot. Germaine, toujours prête à l'action, exhiba fièrement son pistolet taser, affirmant qu'elle ne sortait jamais sans son arme de défense. Pour elle, le monde extérieur était une jungle peuplée de prédateurs, et seule une mère vigilante pouvait assurer la sécurité de sa progéniture. Malgré les critiques de Carole, qui l'accusait d'avoir ruiné sa vie amoureuse, Germaine restait persuadée d'avoir agi pour le mieux. Elle se voyait comme une protectrice infatigable, capable d'écarter les prétendants indignes et de veiller sur le bonheur futur de sa fille. L'idée même que Carole puisse un jour quitter le nid la terrifiait, et elle utilisait toutes les ruses en sa possession pour maintenir ses enfants sous son aile protectrice. Chapitre 11 – Le retour du héros malade. Le retour de grand-papa de l'hôpital fut accueilli avec un mélange de soulagement et d'appréhension. L'aïeul, bien que fatigué, n'avait rien perdu de son sens de la mise en scène. Il s'installa dans son fauteuil comme un roi revenant d'une croisade particulièrement éprouvante. Germaine, tout en préparant un bouillon de poulet dont elle seule avait le secret, l'interrogea sur les détails de son séjour. Pour elle, l'hôpital n'était qu'une extension de sa propre cuisine, un endroit où on essayait désespérément de maintenir un semblant d'ordre dans un chaos organique. Grand-papa raconta, avec force détail, comment les infirmières s'étaient disputées l'honneur de lui changer ses pansements. Germaine écoutait d'une oreille distraite, sachant parfaitement que l'imagination du vieil homme était aussi fertile que son jardin potager. Elle s'inquiétait davantage pour le thermomètre, cet instrument de discorde qui semblait avoir marqué l'esprit de son patient. Elle lui assura qu'à l'avenir, elle utiliserait un modèle frontal, bien moins intrusif mais tout aussi efficace pour déceler les accès de mauvaise humeur. Le vieil homme, profitant de son statut de convalescent, réclama une augmentation de sa ration de biscuits. Germaine, dans un élan de générosité rare, accepta d'en ajouter 2, tout en lui rappelant que le sucre était le pire ennemi de sa prostate. La cuisine redevint alors le théâtre d'une négociation serrée entre les besoins caloriques d'un nonagénaire et les principes diététiques d'une ménagère en chef. Chapitre 12 – La diplomatie du biscuit. Germaine, n'abandonnant jamais l'idée de réconcilier Bruno et Geneviève, décida d'organiser une réunion de crise masquée sous les traits d'un simple goûter. Elle convoqua son fils et son ex-belle-fille, persuadée que le parfum de ses muffins aux pépites de chocolat suffirait à dissiper les nuages. Bruno arriva le premier, l'air d'un condamné montant à l'échafaud, tandis que Geneviève se présenta avec la froideur d'un iceberg dérivant dans le Saint-Laurent. La discussion commença sous les meilleurs auspices, c'est accent grave dire par un silence pesant que Germaine s'empressa de briser. Elle parla de la pluie, du beau temps, et de la santé déclinante de grand-papa, utilisant la culpabilité comme arme de destruction massive. Elle suggéra que la rupture était un stress inutile pour le vieil homme, un argument qui fit lever les yeux au ciel de Geneviève. Pour la jeune femme, la santé de l'aïeul n'avait rien à voir avec le fait que Bruno refusait de grandir. Malgré les efforts désespérés de Germaine pour vanter les mérites de son fils, qu'elle décrivit comme un diamant brut un peu trop brut, Geneviève resta sur ses positions. Elle rappela à Germaine que la vie de couple ne se résumait pas à manger des biscuits en regardant la télévision. La diplomatie du muffin fut un échec retentissant, laissant Germaine face à la dure réalité, certains cœurs sont plus durs à ramollir qu'un morceau de linoléum séché. Chapitre 13 – Les secrets de la chambre des amis. Bruno,
cherchant à s'éloigner de l'atmosphère étouffante de la cuisine, se réfugia dans la chambre des amis, qui servait également de débarras pour les trésors de Germaine. Il y découvrit une vieille boîte en fer blanc contenant des photos de sa mère à l'époque où elle était encore Mademoiselle Tremblay. Il fut frappé par la ressemblance entre cette jeune femme pleine d'espoir et sa sœur Carole. Germaine n'avait pas toujours été cette ménagère obsédée par la poussière, elle avait eu des rêves, des ambitions, et peut-être même quelques secrets. En feuilletant les souvenirs, Bruno tomba sur une lettre des Amours adressée à un certain R. Il comprit que son père, Roger, n'avait pas été le seul homme à avoir fait battre le cœur de Germaine. Cette découverte humanisa soudainement cette femme qu'il voyait jusqu'alors comme une autorité immuable. Il réalisa que sa mère aussi avait traversé des ruptures, des doutes et des sacrifices pour construire le foyer dans lequel ils vivaient tous. Germaine surprit son fils dans sa contemplation et, pour la première fois, ne se fâcha pas de le voir fouiller dans ses affaires. Elle s'assit à ses côtés et lui raconta l'histoire de R, un marin qui était parti pour ne jamais revenir. Elle lui expliqua que la vie était faite de départs et de nouveaux commencements, et que la force d'une femme résidait dans sa capacité à continuer à avancer, un balai à la main et le cœur bien accroché. Chapitre 14, la crise de Carole et le nouveau prétendant. Alors que Bruno gérait ses découvertes, Carole rentra de l'université dans un état de nervosité extrême.